Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Justine Augier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment assez émue de recevoir Justine Augier parce que c'est une autrice que j'admire énormément. Et j'ai très envie qu'on parle beaucoup de la forme de ses livres, pas seulement du fond, même si le fond est passionnant aussi. Peut-être je fais un peu longue introduction juste pour vous situer le livre pour lequel elle est reçue ce soir, qui s'appelle Personne morale, mais qui fait partie d'un ensemble, à mon sens, mais peut-être si je me trompe, vous m'interrompez. De toute façon, vous pouvez m'interrompre à tout moment, si je dis des bêtises ou si c'est trop long, puisque c'est le troisième titre qu'elle consacre à l'histoire de la Syrie contemporaine. Les deux premiers, donc c'était, il y avait eu d'abord De l'ardeur, qui était paru il y a quelques années, c'est le récit et le portrait d'une avocate et militante des droits de l'homme syrienne, qui s'appelle Razan Zaitouni, et qui a disparu après avoir beaucoup documenté notamment les crimes du régime syrien. Elle a toujours refusé de quitter la Syrie alors qu'il y a eu des vagues de départ parce que les gens étaient très menacés. Elle a tenu à rester. Elle était obsédée, je pense qu'on peut dire, par la nécessité de documenter les crimes et d'archiver et comment dire, de faire passer l'information au monde extérieur, pensant que le monde extérieur pourrait éventuellement intervenir, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et ensuite, elle a commencé aussi à documenter les crimes de tous les autres groupes armés, etc., puisqu'il n'y a pas que le régime qui a fait des crimes contre l'humanité. Et finalement, on imagine qu'elle a probablement été kidnappée par un groupe armé islamiste et on ne l'a jamais revue. Ensuite, il y a eu, par une espèce de miracle, qui était aussi un portrait et un récit d'enquête sur Yassine Al-Hajj Saleh, qui lui est plus âgé, mais qui a été déjà dans les geôles du père Assad avant de se joindre à la révolution contre le fils, et qui était le mari de Samira, qui était donc avec Razan quand elle a été kidnappée, qui a été kidnappée en même temps. Ils étaient 4, hein, 2 garçons, 2 hommes, 2 femmes. Donc Samira non plus n'a jamais reparu, et lui s'est exilé après ça en Allemagne, et il a beaucoup également voulu faire connaître les faits de la révolution syrienne et de la terrible répression qui s'est abattue sur eux, et également l'idée de rendre justice. Donc si je ne m'abuse, il s'est joint à d'autres exilés syriens et à des associations en Allemagne pour essayer de faire juger en Allemagne des Syriens qui avaient participé aux crimes contre l'humanité en Syrie. Et donc ce troisième, Personne morale, qui lui est assez différent parce qu'il ne s'attache pas à faire le portrait d'une personne, mais d'une personne morale, on reviendra sur le titre, qui est Lafarge, l'entreprise Lafarge, une cimenterie mondialement connue, très très importante, avec une longue histoire, qui a ouvert une usine en Syrie quelques années avant la Révolution et qui a continué à travailler en Syrie presque jusqu'à la fin, en faisant plein de crimes, enfin en s'associant à plein de crimes, et voilà, ça sera l'objet de notre discussion, donc on reviendra dans les détails. Mais dans les deux derniers, et même dans le premier, le rôle du droit, de la justice est très important, et c'est un motif qui revient, mais qui est encore plus présent dans celui-ci, puisque c'est l'histoire aussi du dossier Lafarge, qui est en cours de jugement en France. Et entre ces trois-là, un livre que vraiment pour moi est un monument littéraire absolument incroyable, qui s'appelle Croire, et qui est un livre sur les pouvoirs de la littérature. Et je trouve qu'il est lié aussi aux trois autres, même si sur le fond il est très différent, mais parce que dans les trois, on retrouve aussi ces questionnements sur le pouvoir des mots,
le pouvoir de la langue et le pouvoir de la littérature. Donc pour moi, c'est vraiment à la fois un manifeste hyper important sur bah, qu'est-ce que doit être la littérature, qu'est-ce qu'elle exige de ceux qui l'écrivent et de ceux qui la lisent. Et comme dans les 3 livres sur la Syrie, c'est un livre qui est au croisement de l'intime et de l'universel, puisque ce livre, vous l'avez écrit pendant l'année qui a suivi, enfin peut-être même avant, mais pendant l'année qui a suivi le décès de votre maman. Et donc c'est toute une réflexion aussi sur le pouvoir de la littérature en tant que outil pour arrêter le temps et outil de conversation avec les fantômes ou les morts. Et voilà, donc c'est un livre qui, enfin, vraiment, il est incroyable ce livre, je vous le conseille vraiment beaucoup. Mais on ne va pas parler que de ça aujourd'hui. Donc voilà, après cette longue introduction, on va parler plutôt de comment vous envisagez la littérature. Et je trouve qu'il y a un titre d'un chapitre d'En Croire qui, pour moi, résume bien votre position en tant qu'écrivaine. C'est réarmer les mots. Est-ce que ça vous parle si je dis ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Alors on commence fort avec cette affaire. Oui, alors réarmer les mots, j'ai du mal maintenant à employer ce terme parce qu'il a été repris par Macron, en fait, le réarmement Ah oui. démographique, etc. Mais en fait, c'est intéressant comme des points de départ, peut-être parce que en fait, la langue est piégée. Vraiment des tas de mots comme ça qui sont repris, qui sont des mots fondamentaux, importants, et en fait, enfin, qui ont été vidés de leur sens ou dont le sens a été renversé. Mais oui, enfin, je crois qu'on est dans un temps où la production de signes est, enfin, est inédite en fait. On croule en fait sous une production incessante de mots, de phrases, de récits. Euh, et, et comme évidemment on ne peut pas en permanence investir ce langage qui est produit comme ça sans relâche, en fait c'est un langage qui récupère des clichés, des éléments de langage, des phrases toutes faites, des mots dont on a épuisé le sens, et en fait donc c'est un langage qui devient très inapte finalement à évoquer le réel. À dire quoi que ce soit, en fait. Mm. C'est un langage qui finit par être très désincarné, et c'est très inquiétant parce que, enfin, en fait, si on veut transformer le réel, la première chose à faire, je crois, c'est de pouvoir le dire de manière précise, de pouvoir l'évoquer de manière précise. Donc voilà, donc c'est toute cette idée d'une responsabilité peut-être particulière dans ces temps-là de ceux qui manient la langue d'une manière ou d'une autre, et donc notamment des auteurs et des autrices, que de redonner à la langue un pouvoir d'évocation, le pouvoir de faire surgir voilà, une compréhension des choses, donc en brisant évidemment un usage trop commun peut-être des mots, et en provoquant, en tentant de provoquer de nouveau une forme d'étonnement en fait. Je crois que c'est ça surtout qui manque, c'est-à-dire que y a un flux comme ça continu de langage et qui ne provoque plus Mm. d'étonnement, d'arrêt, de surgissement, qui ne déclenche plus voilà, enfin, euh, un désir presque pour ce réel. Donc il y a, je crois, oui, une responsabilité toute particulière de. Alors, donc, je ne dis plus, je ne m'autorise plus tellement à dire réarmer maintenant, mais en tout cas voilà, de redonner au langage sa force, son pouvoir de nous. Bah, de faire surgir le réel, mais aussi enfin, dans ce que ça, dans la dimension collective en fait de ce surgissement, c'est-à-dire dans l'idée qu'on peut s'y retrouver à plusieurs Mm. et construire quelque chose autour de ça. Voilà, donc effectivement, la langue, elle est au cœur de mon travail et de tous les livres que vous avez mentionnés. Je pourrais Mm. revenir peut-être plus en détail Ouais. sur la manière dont cette question habite les Ouais, ouais. différents livres. Alors justement, vous avez parlé de pouvoir d'évocation. Alors, on parle souvent à propos des romans, notamment de puissance d'évocation, et ça dit beaucoup.
enfin, c'est quelque chose ça forme une image dans notre esprit qui est très forte, mais c'est rarement employé pour une littérature qui est de non-fiction. Et je trouve que ça s'applique très bien à vos écrits, parce que justement, on est entre l'autofiction, puisque vous vous mettez en scène dans vos récits en train de rencontrer les gens, de faire des recherches, de documenter, et justement une sorte d'enquête, mais qui n'est pas une enquête journalistique non plus, et, une langue, comme vous disiez, précise, juste. Pour moi, c'est très important, ça, la justesse des mots. C'est une langue franche, qui n'est pas exempte toutefois de style et d'une grande intensité dans certains passages. Donc peut-être après, je voudrais en lire quelques passages, mais déjà avant, je voudrais peut-être lire un ou deux extraits de Croire avant de passer à Personne morale, parce que justement sur le thème qu'on vient d'aborder, qu'est-ce que c'est que d'écrire, qu'est-ce que c'est que la littérature et comment on manie les mots. Vous dialoguez beaucoup avec des citations. Alors bien sûr, dans Croire, c'est une évidence, puisque c'est sur les pouvoirs de la littérature, donc il y a beaucoup d'écrivains qui sont cités et d'écrivains, mais aussi dans les autres livres. Et je trouve que c'est très fin et juste et honnête, en fait, parce que vous dialoguez aussi avec les gens que vous avez rencontrés, et ça provoque aussi un dialogue, je trouve, entre nous et vous, quand on lit ces passages-là. Alors, je voulais juste vous lire un petit extrait où vous citez Annie Ernaux, qui dit « Il y a beaucoup de livres qui ont pour moi valeur de littérature, bien qu'ils ne soient pas classés dans la littérature. Des textes de Michel Foucault, de Bourdieu par exemple. C'est le bouleversement, la sensation d'ouverture, d'élargissement qui fait pour moi la littérature. » Ça, c'est la citation d'Annie Ernaux. Et ça revient en fait à ce que vous venez de dire, le bouleversement, l'étonnement. Et ensuite, vous parlez, vous, de votre propre voix. À mesure que le temps se fait éternel présent, nous condamnant à une forme de suspense permanent, à mesure que se décrochent les mots abîmés de ce qu'ils recouvrent. Du sentiment d'irréalité et du vertige qu'il nourrit, naît, je crois, l'immense appétit pour les ouvrages de non-fiction, qui reposent sur un travail de documentation, d'enquête, parce que les documents restitués, ces fragments de réel, aident à mettre quelque chose sous nos pieds, à faire tenir un sol qui se dérobe, à nous réconcilier avec l'idée qu'il est possible de dévoiler le réel et de l'interpeller. Et plus loin dans le même livre, et après c'est promis, on passe à celui de Personne morale, vous citez également, vous faites allusion à Razan, donc Razan Zeitouneh, qui était le personnage central du premier livre que j'ai cité tout à l'heure, de l'Ardeur. Et vous dites « Sa crédulité me réveille, sa féroce incapacité à se résoudre devant cette dilution ordinaire, devant l'absence du frottement que devraient toujours provoquer les mots. Chaque fois qu'ils sont ainsi prononcés sans conséquence, la langue souffre, devient un peu plus inapte à dire le réel et à l'interpeller. Les révolutionnaires syriens ont ranimé une langue devenue capable de décrire les crimes et l'histoire en cours, une langue pleine d'inventivité, de jeux de mots, une langue performative qui, en proclamant l'unité du peuple syrien, l'a fait advenir, une langue portée par une foi retrouvée et immense en sa capacité à produire du changement, etc. Je m'arrête là. Donc, et ça me permet de faire la transition sur un leitmotiv qui revient dans ces 3 bouquins sur la Syrie, qui est un constat que vous nommez plusieurs fois, ce constat terrible du mépris de certaines vies et du fait que les mots devraient en tout cas nous permettre, parce que ce n'est pas toujours le cas malheureusement, de documenter les crimes et de rendre justice à ces morts qui ne comptent pas. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui vous a fait envie d'écrire celui-ci ? Puisque dans celui-ci, alors contrairement aux autres, là, c'est une personne morale. Donc la personne morale, c'est un concept juridique qui a été inventé pour pouvoir juger les méfaits d'entreprises. Donc ce ne sont pas des personnes physiques, ce sont des personnes morales. C'est une fiction juridique. Et en même temps, ce titre, ça serait bien que vous en parliez, parce que pour moi, il y a aussi morale dans le titre. Et c'est
c'est beaucoup sur les différents standards moraux qui sont évoqués là entre les dirigeants de Lafarge, les nombreuses femmes, notamment avocates, journalistes, etc., qui ont monté le dossier contre l'entreprise, et par exemple les victimes syriennes qui ont produit des témoignages. C'est pas du tout les mêmes codes moraux. Donc, est-ce que c'était aussi pour faire un renvoi à cette notion de morale que vous avez choisi le titre? Oui, enfin, évidemment, il y a un jeu de mots, en fait, Ouais. puisque d'abord, cette notion de personne morale, elle est très importante pour les personnes dont je voulais raconter l'histoire, c'est-à-dire ces femmes Oui. juristes qui ont porté plainte contre Lafarge en découvrant ce que Lafarge avait fait en Syrie. Je vais peut-être juste revenir rapidement Oui. là-dessus. Donc, Lafarge, effectivement, a ouvert une énorme cimenterie dans le nord de la Syrie juste avant la révolution syrienne. Ils avaient investi des centaines de millions de dollars dans cette cimenterie. Et donc, la révolution syrienne advient et elle est écrasée et la guerre commence à faire rage partout dans le pays. Et malgré ça, Lafarge décide de maintenir ouverte sa cimenterie. Et pour la maintenir ouverte, donc il faut maintenir la cimenterie, il faut faire venir, il faut que toutes les matières premières continuent à venir, les salariés, il faut que le ciment puisse partir, etc. Donc il faut s'assurer qu'il y a un minimum de sécurité, plus ou moins sur les routes autour, et que c'est pas juste la cimenterie. Et donc pour ça, Lafarge paye enfin, en fait, au bout de plusieurs années, ça fera des millions de dollars à des groupes armés. Donc en fait, finance la guerre, parce que c'est ça que ça veut dire, financer un groupe armé, ça veut dire financer la guerre, ça veut dire financer des crimes. Et parmi ces groupes armés, il y aura rapidement Daesh qui va prendre une place très importante dans cette région. Donc ça, c'est une partie des crimes. L'autre partie, c'est effectivement le fait que après avoir mis ses salariés expatriés à l'abri, Lafarge a demandé à ses salariés syriens de continuer à faire fonctionner l'usine. Donc les salariés syriens, quotidiennement, devaient faire des dizaines de kilomètres pour arriver dans l'usine qui se trouve dans une zone assez désertique, donc ils habitent assez loin, et ils se font prendre en otage, ils se font tirer dessus, etc. Enfin, ils sont gravement mis en danger. Donc ça c'est l'histoire. L'histoire, elle est révélée en 2016 grâce au travail d'une journaliste indépendante Dorothée Myriam Kellou, qui a enquêté longuement sur cette histoire, après avoir été contactée par les salariés syriens. Et je tiens à la mentionner parce que, elle a fait preuve d'un grand courage, parce que déjà, s'attaquer à une telle multinationale, c'est pas simple, mais en plus, quand on est freelance, qu'on n'a aucune structure derrière soi, c'est vraiment, voilà, faut un certain courage. Et donc, ensuite, cette histoire, elle est révélée en juin 2016, et là, il y a ces femmes juristes, donc, qui travaillent pour une association qui s'appelle Sherpa, qui lutte contre les crimes commis par les grands acteurs économiques. Et donc, elles, c'est ce qu'elles font. En fait, elles se saisissent d'histoires telles que celle-ci pour porter plainte aux côtés des victimes, donc là, des victimes syriennes, pour faire avancer les choses, en fait, pour faire avancer le droit, puisque en droit, les multinationales sont des acteurs pas du tout comme les autres, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui ne sont pas responsables pour l'intégralité de leurs actions. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les actions qui sont commises par des filiales, des sous-traitants, etc., on ne les tient pas automatiquement pour responsables de ça. En fait, leur irresponsabilité est même organisée. Donc, ce sont des acteurs vraiment à part, auxquels on donne le droit même de se donner leurs propres règles, donc de rédiger des principes d'action, des chartes éthiques, etc. Et même de vérifier si eux-mêmes ont respecté les règles qu'ils se sont fixées. Enfin, donc vraiment, il y a une grande étrangeté en fait dans la manière dont cet acteur est traité aux yeux de la loi. Et ces femmes, précisément, ce qu'elles essayent de faire, c'est d'établir cette responsabilité de manière systématique. Donc en se saisissant de certains cas emblématiques. Et pour elles, la personne morale, elle est centrale, parce que c'est très important que dans ce genre d'affaires, évidemment, il y ait des personnes physiques qui soient mises en accusation, parce que, il y a des personnes qui ont commis ces crimes. Mais l'idée, c'est de dire que si elles ont commis ces crimes, généralement, c'est pas pour s'enrichir personnellement, mais pour bénéficier à un système, en fait. Et elles ont commis ces crimes parce que l'entreprise dans laquelle elles travaillaient permettait qu'on commette ces crimes, même peut-être encourageait ces personnes à commettre ces crimes. Donc pour elles, c'est central que la personne morale soit mise en accusation. Cette espèce de notion qui est effectivement, vous l'avez bien dit, c'est une fiction, mais en même temps, la fiction permet sans doute d'attraper des choses, et je pense que si on est ici tous réunis dans une librairie, c'est qu'on croit à ça aussi, que la fiction peut permettre
d'appréhender des réalités qui sont troubles et complexes. Et donc voilà, dans ce cas-là, pour elle, c'était très important qu'il y ait des mises en examen des dirigeants physiques, mais aussi de la personne morale. Donc voilà, cette notion, elle m'a semblé très centrale dans leur travail, et j'avais vraiment à cœur de dévoiler leur travail, qui est vraiment un travail qui se fait dans l'ombre, mais qui est passionnant, enfin, sur lequel on reviendra sans doute. Et évidemment, il y a aussi dans personne morale, enfin, oui, justement, ce que veulent dire les mots de manière littérale. Enfin, qui est moral dans cette histoire? Et bien sûr, là, mais il y a des personnes morales, profondément morales dans ce récit. Oui. Il y a notamment un des employés de l'usine en Syrie, un Syrien, qui à un moment témoigne chez le juge d'instruction, et on lui pose une question, je ne sais plus exactement laquelle, et pourquoi vous n'avez pas accepté de faire ça, on vous proposait de l'argent, et il répond, mais parce que c'est illégal. Et en fait, il comprend même pas qu'on lui pose la question, alors que les grands chefs, eux, ils se posent jamais cette question-là, en fait. Oui, enfin, les employés syriens, effectivement, ils ont vraiment c'est très, très, enfin, une espèce de droiture en fait permanente dans toute cette histoire. Et d'ailleurs, enfin, il n'y aurait pas d'affaire sans eux. En fait, c'est eux les premiers en fait qui ont sauvegardé des documents, des preuves. Et c'est très beau parce que ce geste-là, il rejoint celui que vous avez mentionné, c'est-à-dire la manière dont les révolutionnaires syriens et syriennes ont documenté en fait ce qui leur arrivait. C'était aussi c'était crucial parce que les Syriens faisaient face à un régime qui les privait d'histoire en fait. Un des slogans du régime de Bachar el-Assad, c'était Assad pour l'éternité. Donc il faut voir ce que ça représente. C'est-à-dire que c'est vraiment la négation de la possibilité d'une histoire en fait. Et donc cette obsession que vous avez mentionnée, celle de Razan, elle était partagée par des dizaines de milliers, des centaines de milliers même peut-être de Syriens et de Syriennes qui ont cherché à documenter, et c'est pas dans une espèce d'obsession morbide pour le passé et pour les crimes, mais c'est aussi dans l'idée que si on s'occupe du passé, en fait, on rouvre l'histoire, donc on ouvre aussi la possibilité du futur. Et d'ailleurs, Razan, en même temps qu'elle faisait ce travail de documentation, elle était dans les zones libérées du régime, à tenter d'inventer la suite, d'inventer la Syrie nouvelle, d'inventer le futur, en fait. Donc ça, c'est... Et ça me plaît de penser que les salariés syriens, ils ont été... En fait, c'est un peu le... Voilà, il y a ce... ils rejoignent, en fait, le peuple syrien dans ce souci de documentation qu'ils ont eu, de préservation des preuves, donc dans l'idée aussi d'une possible justice, en fait. Voilà. Mais ils sont au cœur de ce processus, de cette aventure juridique. Oui. Alors, je le disais, c'est un livre qui évoque un nombre très important de personnages, j'allais dire de personnages principaux, parce qu'en fait, surtout ces assez jeunes femmes qui ont travaillé. Et d'ailleurs, c'est pas un récit linéaire de l'histoire de ce dossier. C'est à la fois l'histoire du montage du dossier et l'histoire de l'usine elle-même. Et justement, vous commencez la première scène par ces trois jeunes femmes qui sont en train de monter un dossier en plein été dans un petit bureau, 2 stagiaires et une salariée de Sherpa. Donc ça paraît fou parce que c'est la démesure entre ces trois jeunes femmes, dont 2 sont quand même très débutantes puisqu'elles sont encore stagiaires, mais très déterminées, et l'Empire Lafarge qui va ensuite, quand l'affaire va devenir plus connue, quand la plainte va être déposée, vont mettre toute leur puissance pour contrer ça. Pourquoi avoir choisi de démarrer par ces trois jeunes femmes ? En fait, c'est vraiment cette histoire, j'ai eu envie de la raconter quand j'ai découvert le travail des juristes. L'affaire Lafarge, je l'ai découverte comme tout le monde, donc en 2016. Je travaillais beaucoup sur la Syrie, donc évidemment, elle m'a intéressée cette histoire tout de suite. Surtout que dans mon travail sur la Syrie, j'essaye de montrer en permanence que cette histoire nous concerne, en fait, que c'est pas une histoire lointaine, que c'est une histoire qui nous regarde profondément. C'est une histoire de révolution, c'est une histoire de libération. Enfin,
c'est une histoire qui nous concerne. Et là, tout d'un coup, évidemment, je découvre l'affaire Lafarge, les liens apparaissent très nettement. C'est une entreprise française qui s'établit en Syrie, qui enrichit ses dirigeants en France grâce à son activité en Syrie, qui finance la guerre en Syrie. Et qui finit par financer des groupes qui vont commettre des crimes chez nous, en fait. Donc il y a vraiment là, voilà, tous ces liens qui apparaissent, donc ça m'a tout de suite beaucoup intéressée, mais en même temps, c'était vraiment une affaire beaucoup trop sordide pour moi. Enfin, alors, évidemment, tous ces livres dont vous avez parlé, c'est pas des sujets très joyeux, j'en conviens, mais à chaque fois, j'essaye de trouver des sortes de lueurs, en fait. Il y a vraiment... Moi, j'écris notamment pour lutter contre une espèce de cynisme, de sentiment d'impuissance, enfin, et contre mon propre sentiment d'impuissance, hein, parce que je crois que c'est vraiment... c'est très difficile aujourd'hui de penser qu'on peut changer quoi que ce soit. Donc vraiment, un des moteurs de mon travail, c'est ça. C'est vraiment l'idée d'aller chercher des, des figures que je peux admirer, d'aller chercher comme ça des façons de travailler, de faire qui ouvrent quelque chose, en fait. Et quand j'ai découvert le travail de ces femmes, qui quand même, donc, avec très peu de moyens financiers, mais beaucoup d'autres moyens, enfin, intellectuels et humains, parviennent en fait à modifier... enfin, à déstabiliser, oui, vous l'avez dit, un empire. Et il y a un déséquilibre des forces qui est énorme. On ne peut pas faire plus déséquilibré, en fait. Et malgré ça, c'est-à-dire que quand on découvre une affaire comme l'affaire Lafarge, on se dit, ok, encore une histoire, mais que faire? Parce que c'est des acteurs qui sont tellement puissants, et en fait, généralement, ce genre d'histoire, ça se termine par une impunité, enfin, qui perdure. Et là, eh ben, tout d'un coup, je découvre qu'elles ont réussi à faire vaciller ça. C'est-à-dire pas juste Lafarge, mais l'idée même, en fait, d'une puissance établie à tout jamais, en fait. C'est ça. Enfin, tout d'un coup, voilà, il y a une brèche là-dedans. Et ça, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de me saisir de cette histoire, pour raconter ça, comment elles ont fait, comment ça résonne, ce que ça peut ouvrir comme perspective, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'elles ne sont pas seules, il y en a d'autres qui font la même chose. En fait, c'est tout un territoire de lutte comme ça qui se découvre, et donc c'est pour ça que je tiens absolument à commencer par elles. Et c'est aussi une manière de prendre à rebours une manière qu'on a de se représenter ce type d'affaires, qui est pour moi très, très néfaste, en fait. On a généralement ce type d'affaires qui ont lieu comme ça, loin, dans des pays en conflit, on a des manières extrêmement basiques de se les représenter, qui sont des manières imprégnées de vision coloniale, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée qu'on a affaire à des pays qui sont lointains, qui sont en conflit, dans lesquels les règles ne sont pas les mêmes, dans lesquels tout est un peu gris, un peu trouble. On est toujours un peu fasciné par les relations entre les entreprises et l'État, par les relations entre l'entreprise et les services de renseignement, les aventuriers qui traînent. Enfin, il y a tout un imaginaire comme ça qui me semble très éculé, et qui est surtout un imaginaire qui, en fait, invisibilise totalement les personnes qui sont là-bas, en fait, les gens qui travaillent, les peuples, les villageois autour tout ça est complètement gommé, en fait. Et ces femmes, voilà, donc c'est aussi l'idée de prendre à rebours ces vieux outils de représentation, parce qu'elles en font surgir d'autres. Parce qu'elles, au contraire, ce qu'elles vont mettre au centre précisément de leur enquête, de leur plainte, tout leur travail, c'est les salariés syriens, c'est les crimes commis à l'encontre des Syriennes et des Syriens. Et je disais, c'est pas un récit linéaire, mais il y a un aspect aussi, alors on passe, suivant les chapitres, de choses qui concernent plutôt le montage du dossier et puis ses suites, à des chapitres qui racontent plus l'histoire de l'entreprise, comment ils en sont venus à vouloir mettre cette usine en Syrie, pourquoi, même des histoires assez complexes de fusion entre les deux plus gros cimentiers du monde, aussi, voilà. Et, c'est pour ça que d'ailleurs ils ne sont jamais jugés. Et parce que c'était prévu d'avance. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, alors, juste, je me permets de répondre au monsieur, parce que... Alors, justement, ce que permet le concept de personne morale, c'est que peu importe que l'entreprise ait été rachetée par quelqu'un d'autre,
l'entreprise, Holcim sera jugée. Elle est devenue la personne morale mise en examen. Vous verrez. Il n'y a pas de vous verrez, je connais le dossier quand même. Moi, je connais Après, la Farge et je connais la Syrie. Je peux vous assurer que ils vont encore se démerder pour passer dans les mailles du filet. Non, je crois pas. Et les gens d'Holcim ont déjà été convoqués par la justice. Et c'est vraiment l'intérêt aussi de ce concept. Mais par contre, là, dans ce que vous disiez, là, au niveau de ce que vous appelez les crimes directs liés à la structure Lafarge de l'époque, c'est quoi les crimes qu'ils ont commis à part avoir financé des groupes pour pouvoir organiser la logistique? Vous savez qu'une cimenterie, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, le quaker n'est pas sur place. Donc après, peu importe s'il fabrique, il y a différentes façons de fabriquer le ciment. Mais en fait, ils sont obligés de faire venir beaucoup de matière. Et dans tous les pays du monde, c'est pareil. Le ciment, c'est une vraie problématique de logistique. Hein, et c'est énorme comme logistique, hein, dans le détail. Si on connaît les cimenteries, c'est le détail. Oui. Et donc, ils sont obligés, si les routes ne sont pas fiables, et le problème, c'est que chez Lafarge, ce que vous allez rendre compte dans le dossier, c'est que dans ces grands groupes, les malfaisants sont à plusieurs niveaux. Et chacun ne communique pas forcément entre eux. Il y a des malfaisants, vous ne savez pas quel niveau ils ont. On en rencontre un certain nombre dans ce livre. Hein. Oui, mais ils ont parfois chacun leurs intérêts. Dès que le groupe est grand, c'est souvent très difficile à gérer. Et même parfois, vous pouvez avoir un dirigeant qui dit « Oh, il faut arrêter ça », et puis finalement, il ne peut pas l'arrêter, quoi. Donc, bon courage. Je ne sais pas où est le dossier, où il est traité au niveau juridique, parce que je n'étais pas en Europe depuis 10 ans, mais en tout cas... Si vous le voulez bien, on revient sur le livre et puis on peut reparler de ça après. Dans le côté non linéaire du récit, il y a aussi une histoire de rythme qui n'est pas toujours le même et qui, notamment, il y a des moments où c'est presque un langage cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a des ralentis, il y a des accélérations et il y a des arrêts sur image quand apparaît une nouvelle femme, parce que c'est quand même beaucoup des femmes, et... peut-être je peux citer juste un petit bout où vous dites que souvent quand vous racontez cette histoire, on vous parle de David et Goliath et qu'en fait c'est pas vraiment ça, mais que par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes d'un côté et beaucoup d'hommes de l'autre. Vous dites je n'y peux rien si cette histoire ne compte d'un côté que des femmes et qu'elles se retrouvent confrontées à des gens qui sont presque tous des hommes, depuis la cimenterie syrienne jusqu'au siège de la rue Bellefeuille. Et je ne peux rien à l'aspect caricatural de cette histoire, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il n'est sans doute pas anodin. Et donc, ça c'était juste une petite parenthèse sur les femmes et les hommes, mais bon, il y a aussi quand même un côté très viriliste dans la façon de gérer ces affaires, et ça ressort dans votre livre. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant et très émouvant pour nous, c'est quand je parle d'arrêt sur image, c'est vraiment qu'il y a des moments quand apparaît une nouvelle personnalité dans le dossier, notamment du côté de celle qui cherche à monter le dossier contre Lafarge, on prend le temps de faire sa connaissance. Vous nous faites son portrait, vous revenez sur, voilà, elle a commencé ses études de droit à telle époque pour telle raison, et ça rythme de manière très très intéressante le récit, parce que ça donne des moments où ah super, on va rencontrer une nouvelle personne, et c'est toujours très 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 poignant et très incarné. Du coup, c'est pas, en fait, c'est un livre qui concerne quelque chose qui pour moi devrait être complètement incompréhensible, parce que c'est un dossier énorme, d'une complexité folle, et c'est un dossier judiciaire, juridique et judiciaire, donc on pourrait être complètement perdu, et en fait pas du tout. On rentre dedans par l'humain, en fait, par les personnes qui y sont, y compris d'ailleurs du côté Lafarge, parce que parfois on rencontre aussi des êtres humains chez eux. Oui, je pense que c'est vraiment là qu'il y a un des pouvoirs certains de la littérature, c'est que c'est l'incarnation que ça permet, en fait. C'est vrai qu'on est... c'est un peu, moi j'ai l'impression que, et c'est pour ça que j'aime aussi la non-fiction, j'ai vraiment l'impression que c'est des portes dérobées qui s'ouvrent comme ça dans une espèce de réel saturé d'histoires, d'informations, de brèves, et en fait tout d'un coup le livre nous permet de retrouver
une écoute qui est complètement différente, en fait, hein, et ça passe par l'incarnation, et ça permet de... Il y a cette notion très importante que vous avez mentionnée, qui est celle du temps, en fait. C'est-à-dire que ce type d'affaires, il faut pouvoir tout déplier, en fait, oui, tout déployer, et je crois que c'est vraiment, enfin, c'est aussi ce que permet la littérature. Son premier instrument, c'est ça, enfin, c'est cette manière de travailler le temps, effectivement, cette affaire, elle est complexe, elle reste complexe, mais c'est aussi, je pense que ça n'empêche pas de trouver une forme de clarté, malgré tout. Enfin, je me méfie toujours, d'ailleurs, de cet argument de la complexité, en fait. C'est vraiment un argument qui nous est très souvent donné pour nous décourager de comprendre, en fait. Alors, moi, au contraire, c'est vrai que ça m'attire presque. Enfin, l'idée de... Pour moi, cette histoire, elle était complexe aussi, ne serait-ce que parce que je ne suis pas juriste. Enfin, il y a d'abord d'un côté l'affaire Lafarge, de l'autre côté toute cette aventure judiciaire. Mais en fait, voilà, oui, quand c'est incarné, on se laisse guider, et ça se déploie, et quelque part, on peut retrouver des lignes qui sont... Voilà, et une forme de clarté. Je crois que c'est à ça que j'aspire. Oui. Et du coup, vu le dossier dont il s'agit, et vu que c'est un dossier aussi juridique, même si c'est pas que ça, parce que toute l'histoire des décisions prises pour l'usine syrienne, c'est aussi une histoire de prédation capitalistique, de décisions qui sont prises pour favoriser l'actionnariat et pas l'entreprise elle-même, et surtout sans s'occuper des personnes, mais tout cet aspect-là est plus politico-économique. Mais l'aspect juridique fait que toutes ces strates font qu'il y a aussi différents registres de langue. Et évidemment, pour quelqu'un comme vous qui est amoureuse de la langue, c'est aussi un jeu, peut-être, ça a été peut-être un jeu le langage juridique. Quelque part, c'est pas étonnant qu'il vous intéresse, puisqu'il a cette précision dans la langue. Et alors moi, j'ai fait des études de droit, mais j'en suis sortie. Mais je me souviens très bien qu'on nous disait toujours que le plus important, c'était la qualification, c'est-à-dire nommer les choses, en fait, dire ce que sont les choses. Et à partir de là, on peut éventuellement les juger. Et ce qui est très intéressant, c'est de confronter ça avec le langage complètement bidon des dirigeants de Lafarge, soit la langue creuse dont vous parliez tout à l'heure sur les chartes RSE, etc., qui sont des grands mots, mais souvent qui ne veulent pas dire grand-chose dans la réalité, soit le jargon entrepreneurial, et notamment, alors je me disais que je pouvais vous lire cette petite citation qui est très courte, mais qui... Parce que l'article de Dorothée, la journaliste, là, il était paru dans Le Monde au départ, hein, il a fini par être publié par Le Monde. Donc l'équipe du Monde contacte alors un responsable du département communication du groupe Lafarge, qui leur confie cette réponse reproduite à la fin de l'article. La situation en Syrie était très compliquée et évolutive en 2013-2014. Fin de citation. Les centaines de milliers de morts et de disparus, la torture, les révolutionnaires écrasés, les massacres, les bombardements, les armes chimiques, les hôpitaux bombardés, les villes assiégées, les enfants mourant de faim, la radicalisation des groupes d'opposition, les femmes yézidis réduites en esclavage, les journalistes décapités, une situation très compliquée et évolutive. Bam. Oui, effectivement, c'est au cœur du livre, il y a ça, il y a ces registres de langue. D'un côté, effectivement, cette langue de l'entreprise, qui est une langue qui est plus réservée seulement à l'entreprise, qui est une langue qui envahit assez globalement le monde, et qui est à la fois, effectivement, jalonnée de ces mots qu'on a complètement vidés de leur sens, donc effectivement des mots comme éthique ou responsabilité, qui ne veulent absolument plus rien dire. Et qui est une langue aussi qui euphémise beaucoup, et qui, en euphémisant, met à distance le réel. Donc c'est exactement le cas de cette phrase, une situation compliquée et évolutive, ce qui ne veut vraiment absolument rien dire. Effectivement, donc j'ai vraiment beaucoup décortiqué tous les comptes rendus qui étaient produits à cette époque, les minutes de réunion. Et en fait, par exemple, entre 2011 et donc
l'usine, elle est prise par Daesh en septembre 2014, donc à partir de ce moment-là, Lafarge cesse ses activités en Syrie, mais donc pendant toute cette période, le mot guerre n'est pas prononcé ni écrit une seule fois. Les millions qui sont donnés à des groupes sont qualifiés d'obol. Donc c'est vraiment, enfin voilà, le langage devient vraiment une manière, au lieu de servir à évoquer le réel, il sert à le mettre à distance, à le recouvrir d'une espèce de voile. Et toutes ces phrases sont il y a aussi l'absence très notable en fait, des gens, des Syriens et des Syriennes. Il y a cette phrase aussi d'un responsable de la sécurité qui, à un moment donné, est confronté à une forme de colère quand même chez les salariés syriens qui en ont quand même un peu marre de se faire prendre en otage et de ne pas... Enfin, quand ils se font prendre en otage, on leur demande de reprendre le travail immédiatement, ils ne reçoivent pas de compensation, enfin, ils ne sont jamais augmentés. Il y a vraiment une situation qui est très très difficile. Et donc à un moment, il y a une forme de colère qui monte au sein de l'usine, et cet homme, ce responsable de la sûreté, il présente ça en disant c'est un bon exercice de management. Donc voilà, enfin, c'est vraiment... rien n'est sérieux, et je crois que cette langue-là, elle est en partie responsable en fait de ce qui se passe, de toutes ces décisions qui sont prises, ou plutôt de l'absence de décisions prises, de cette manière de continuer en fait finalement coûte que coûte à faire le travail, à faire entrer les matières premières, à faire sortir le ciment, sans prendre en considération une réalité qui est pourtant extrêmement bruyante, parce que c'est la guerre, et c'est la guerre qui rentre dans l'usine quand les salariés se sont fait tirer dessus et qu'ils racontent ce qui leur est arrivé. C'est la guerre aussi dans les villages d'à côté, parce que c'est vraiment une zone qui est encore d'ailleurs en proie à des combats quand le reste de la Syrie est redevenu plus calme, en grande partie. Donc c'est vraiment une zone dans laquelle il y a des attaques, il y a des massacres, il y a des combats. Donc comment est-ce qu'on peut ignorer en fait tout ça et c'est très intéressant de voir que leur langue, elle change absolument pas, alors qu'il y a cette espèce de réalité qui devient de plus en plus bruyante et qui, même dans la dernière année, devient bruyante dans nos journaux. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est très au courant, notamment à partir de l'été 2013, quand Daesh prend Raqqa, on est très au courant des crimes commis, de tout ce qui se passe. On est informé presque en direct, en fait. Et donc, malgré tout ça, cet afflux d'informations, ce caractère bruyant des choses, il faut qu'ils continuent de pouvoir mettre tout ça à distance. Et je crois que cette langue, elle leur sert aussi à ça. Donc, je crois elle a vraiment... ça m'intéresse de penser aussi une forme de potentiel criminel de cette langue qui ne dit rien, en fait. En face de ça, il y a les juristes qui parlent une langue bizarre. Enfin, la langue du droit est quand même une langue qui est aussi très élitiste, il faut le dire, enfin, qui est quand même faite pour être maniée par certains, pas par tous. Mais évidemment, j'ai été très vite bouleversée par leur rapport avec cette langue, parce que elles ont une foi profonde en fait dans le pouvoir des mots. Quand elles m'ont raconté la manière dont elles avaient écrit la plainte, des dizaines et des dizaines de pages pour tenter de raconter ce qui s'était passé et convaincre le juge d'ouvrir une instruction. En fait, elles ont vraiment, voilà, elles écrivent en pensant que chaque mot peut changer les choses, peut faire advenir une forme de justice, peut convaincre, etc. Donc c'est vraiment une foi qui est évidemment qui nous rapproche, puisque voilà, je suis aussi habitée par cette foi, mais elles ont un outil qui est très différent, qui est cette langue du droit, et qui est effectivement une langue qui se veut d'une grande précision, qui cherche vraiment à dire au mieux. Et quand on les voit rédiger la plainte, elles deviennent, c'est-à-dire qu'elles se battent pour des virgules, au dernier moment, elles décident de changer le temps de la plainte en se disant que l'imparfait sera mieux que le présent. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais voilà. Enfin, en tout cas, elles sont dans cette espèce de lien à la langue qui est très, très fort et qui est évidemment très différent de celui des dirigeants qu'elles ont face à elles. Et après, quand elles ont fini tout ce travail et qu'elles en reparlent avec un peu de recul, vous écrivez « Tracy et Sarah m'expliquent ce qu'elles gardent de la rue Saint-Lazare, chacune me confiant des paroles qui finissent par se mêler dans mon esprit. Il ne faut pas hésiter à repousser les limites du droit, à l'utiliser de manière non classique, à l'utiliser comme un instrument au service de la justice.
c'est-à-dire au service d'un monde plus juste. Il ne faut pas craindre de s'attaquer à une infraction qui semble énorme si les critères sont remplis. Ça pousse à l'imagination. Donc ça, évidemment, c'est la meilleure part du droit, ça. Oui, c'est vraiment au cœur de leur pratique. Alors c'est vrai que le droit, moi, j'y connaissais rien et pour moi, c'est tout le contraire de ça, de l'imagination. Pour moi, c'est une matière hyper rigide, très sèche, enfin. Mais en fait, oui, elles m'ont montré que c'est aussi... il y a des brèches partout, en fait, et on peut s'en saisir, on peut dégager de l'espace, et c'est vraiment passionnant parce que c'est vrai que le droit, dans mon esprit, c'était aussi une forme de lieu du pouvoir, en fait. C'est vraiment l'émanation du pouvoir. La loi, elle est faite par ceux qui ont le pouvoir. Elle est aussi influencée par ceux qui ont le pouvoir économique. Il y a un accès au droit enfin, qui n'est pas le même pour tous. Enfin, il y a une grande inégalité face à la loi aussi. Mais ce qu'elles inventent, c'est de faire du droit aussi un instrument de contre-pouvoir, en fait, pour déranger le rapport de force tel qu'il existe et effectivement se rapprocher d'une forme de justice. Mais pour ça, c'est un usage effectivement qui n'est pas du tout classique, qu'on ne leur a pas enseigné à l'école d'ailleurs. À l'école, elles ne savaient même pas que leur métier existait et l'école qu'elles ont faite, je tiens à le dire, c'est l'école d'avocats. Enfin, elles ont fait du droit, elles ont étudié le même droit que tous les avocats qu'elles vont avoir face à elles et qui ont fait le choix de, eux, travailler dans des grands cabinets de droit des affaires, etc. Donc, on ne leur a pas du tout appris ça, mais voilà, c'est une pratique qu'elles découvrent, comment on se saisit de certaines choses pour pouvoir faire avancer la jurisprudence et tenter de rapprocher le droit de la justice, effectivement. Et dans cette histoire, dans cette affaire, notamment, elles décident de porter plainte, notamment pour complicité de crime contre l'humanité. Quand elles décident de faire ça, même leur patron leur dit mais que c'est une folie, qu'elles n'y arriveront jamais, que c'est beaucoup trop gros. Mais voilà, pour elles, les critères sont remplis et donc on peut y aller. Et en fait, c'est quelque chose qui a modifié profondément aujourd'hui plein de choses en matière de jurisprudence, parce qu'il y a une grande bataille sur ce terme de complicité. Pour ce type de crime en fait. Et les avocats de Lafarge disaient que pour être complice, il fallait qu'il y ait une forme d'adhésion à l'idéologie du criminel. Or, pas du tout. Enfin, et donc, elles ont fait valoir, et aujourd'hui, la Cour de cassation a confirmé que pour être complice, il suffit de savoir en fait que la personne qu'on aide va commettre un crime, commet des crimes. Donc voilà, ça, aujourd'hui, ça y est. Enfin, voilà, c'est un acquis, en fait, grâce à la manière dont elles n'ont pas craint, en fait, d'aller loin. Et ça, c'est une affaire d'imagination, quelque part. Donc de littérature. Alors, dernier passage que je voulais lire, c'est celui où vous décrivez la rencontre avec Dorothée, donc cette journaliste freelance qui a été au départ de cette affaire, puisque c'est elle qui l'a découverte grâce à des témoignages d'employés syriens au départ. Quand je la rencontre, Dorothée doit avoir un peu plus de 35 ans et je la trouve belle, comme toutes les femmes que je rencontre dans cette affaire, sans doute pour la manière dont la conviction anime leur visage, dont elles prononcent leurs mots, dans une recherche de précision et une confiance profonde en leur pouvoir, la manière dont le doute les habite aussi, provoquant parfois un léger tremblement de la parole et du corps, la manière dont elles tiennent à citer le travail des autres, sans lequel rien n'aurait été possible, dont elles laissent percevoir malgré elles un certain épuisement, né de la volonté de tout interroger pour abolir le plus grand nombre d'angles morts. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça ressemblait vraiment beaucoup à... Alors, j'allais dire à un autoportrait, non, parce que je ne pense pas que ça a été fait comme ça. Mais pour moi, c'est ce que vous faites aussi. C'est-à-dire que tous les mots qui sont là, la recherche de précision, la confiance dans leur pouvoir, la manière dont le doute les habite, citer le travail des autres, c'est exactement ce que vous faites dans ces 3 livres, je trouve. J'avais pas, c'est un peu gênant du coup. Non, mais je pense pas que vous l'ayez écrit en ayant conscience de ça. C'est pour ça que j'avais pas conscience de quand ça. je disais autoportrait, je le reprenais aussitôt parce que c'est pas un autoportrait. Mais je trouve que ça définit bien le type de littérature que vous nous offrez. Et notamment votre présence dans les livres avec vos questionnements.
il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas quelqu'un qui nous assène des vérités et qui nous dit, voilà, non seulement ça s'est passé comme ça, mais vous devez l'analyser comme ça et ça va faire ça. Non, vous nous offrez des choses et vous nous laissez la liberté d'en faire ce qu'on veut et ce qu'on peut. Mais je trouve que la notion du doute, justement, et des incertitudes ou des questionnements que vous avez sur votre positionnement parfois, là je parle dans les trois en fait, et ben je trouve que ça se retrouve là-dedans. Donc je trouve que c'est drôle que vous ayez écrit ça sur quelqu'un d'autre, alors que moi je pourrais le dire pour vous, mais moins bien. Moins bien. On va peut-être s'en tenir à ça, à moins que vous ayez des questions. Évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Il y a plein d'autres choses à dire, mais en fait, c'est tellement riche que je ne pouvais pas évoquer tous les aspects du livre. C'est pas possible, il y en a trop. Sur votre dossier juridique, ça en est où alors cette histoire? Parce que moi, je ne sais pas où ça en est. Alors aujourd'hui, il y a... en fait, l'affaire est scindée en deux. Bon, enfin, la grande stratégie de Lafarge, depuis le début, c'est de tout ralentir, évidemment. C'est ce que font toujours les puissants dans ce genre de cas, et aussi de tout complexifier, d'essayer de démembrer la plainte. Alors aujourd'hui, ils ont obtenu quelques victoires. L'affaire, elle est scindée en deux, déjà, ce qui complique un peu les choses. Et l'instruction, elle a été close sur le volet financement d'entreprises terroristes. Donc là, il y aura un procès des personnes physiques et de la personne morale. Physique, les dirigeants. Les dirigeants. Les dirigeants et des intermédiaires. De l'époque. Tout à fait, mais également Holcim et ses dirigeants actuels. Et ça, le procès, il y a eu un renvoi, donc il aura lieu à la fin de l'année, normalement. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, c'est encore ouvert sur le volet complicité de crime contre l'humanité. L'instruction est encore ouverte, même si la mise en examen, parce que là, pour le coup, il n'y a que la personne morale qui est mise en examen, a été confirmée par la Cour de cassation, donc c'est établi. Mais l'instruction est encore en cours parce que c'est compliqué ce volet-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune juridiction, même au niveau mondial, qui a établi la commission de crimes contre l'humanité en Syrie. Pour qu'il y ait complicité, il faut déjà prouver que le crime principal a été commis. Donc c'est quand même un travail énorme en fait de l'instruction qui doit établir ça. Et je termine juste avec ce volet-là. Il y a le volet aussi qui concerne les salariés syriens. Donc aujourd'hui, la mise en examen pour mise en danger, elle a été cassée par la Cour de cassation. Et donc les juristes cherchent à faire revenir les salariés en fait dans l'affaire, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne sont plus considérés comme victimes dans cette histoire. Donc voilà, en faisant entrer d'autres infractions peut-être. Voilà. Et ça, ce sera jugé ensemble. Est-ce que vous avez eu dans le dossier des éléments, parce qu'il y a des gens qui ont écrit de Lafarge, début 2012, qu'il fallait arrêter. En fait, l'usine elle a été construite un petit peu avant que Sarkozy veuille faire un peu comment dirais-je, charmer Bachar el-Assad. Il y a eu beaucoup de voyages présidentiels de chefs d'entreprise entre la France et la Syrie jusqu'en 2008, fin 2008. Mais la cimenterie, ils l'ont décidé avant. Je sais qu'il y a des gens de Lafarge, des gens importants, René de Gaillan, il y en a des tas de gens, ils ont écrit qu'il fallait arrêter en début 2012. C'était plus possible. Ils avaient effectivement investi beaucoup d'argent, parce qu'une cimenterie, ça doit être partout. On ne peut pas balader le ciment. C'est pas une histoire c'est l'histoire d'entrepreneurs, c'est tout au départ. Hein. Et puis, je sais que dans cette entreprise, il y a des gens où je pourrais trouver des choses. Peut-être il y a des gens qui ont écrit de la direction, qui ont dit à la direction générale, il faut arrêter début 2012. Vous avez eu des informations là-dessus? Alors, parce que c'est tout à fait dans ce que disent vos avocates syriennes que évidemment. Elles ne sont pas syriennes, elles sont françaises. Mais, Ah oui. Parce qu'elles ont raison. C'était inadmissible même s'ils avaient investi de l'argent, on sait ce que ça coûte. Et il fallait arrêter début 2012. Et il y en a qui l'ont écrit. Alors écoutez, j'ai lu des milliers de documents qui sont les documents qui composent le dossier d'instruction. Peut-être que Lafarge les ressortira, mais c'est compliqué. Il n'y a rien dans le dossier qui va dans ce sens. C'est compliqué parce qu'entre eux, ils vont pas trop... C'est un beau travail, je vous félicite, parce que vraiment c'est un truc. Mais vous aurez d'autres cas, hein, parce qu'il n'y a pas que là. Il y a d'autres entreprises dans le monde, c'est sûr. Parce qu'ils sont obligés de s'adapter ou alors ils ne travaillent pas. En Afrique, ailleurs, voilà. Je peux poser une question? Merci. Moi,
je voudrais revenir sur le choix de l'écriture, parce qu'on voit que tout est documenté, et c'est un travail journalistique, en fait, c'est un travail documentaire, mais ce choix de l'écriture et de la non-fiction, et de dire ce n'est pas un travail de journaliste, pourquoi par rapport aux journalistes? Alors, moi, je me considère comme écrivaine. Je ne suis pas journaliste. Je réponds pas au temps du journalisme. J'apparais dans mes récits. Pour moi, c'est... Après, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai pas vous voyez, j'ai pas de regard négatif posé sur le journalisme. Et d'ailleurs, je pense que la frontière est pas toujours nettement établie, et tant mieux d'ailleurs, vive l'hybridité. Moi, pour moi, c'est pas ça mon champ. Je dirais d'abord pour le rapport au temps, et est-ce que ça permet d'écrire un livre plutôt qu'un article, voire même un long article, pour ce que ça permet aussi en termes d'incarnation. De récit aussi, c'est-à-dire que quand même il y a une liberté dans ce qu'on appelle la mise en récit. Dans une mise en récit, alors même c'est un travail de non-fiction qui se repose sur un gros travail documentaire, mais dans la mise en récit, il y a forcément une forme de fictionnalisation. Il y a des mises en scène, il y a des liens qui apparaissent. Alors après, je pense que ça existe aussi dans le travail journalistique, et que peut-être les journalistes devraient aussi s'interroger sur cet usage-là. Voilà, ensuite, je pense que c'est aussi peut-être un rapport à la langue, mais ça, il y a plein de journalistes qui ont aussi un rapport à la langue. Donc je sais pas, en fait, non, mais je sais pas comment vous répondre, parce que moi, toutes ces affaires en fait de cases, comment dire, ça m'interroge un peu, notre obsession à mettre les choses dans des cases, en fait. Je crois que ce qui se produit de plus riche aujourd'hui en littérature, c'est ce qui tente d'échapper, en fait, aux cases. Même la case entre fiction, les cases fiction, non-fiction, en fait, en vérité, je sais pas, c'est jamais net, en fait. Oui, vérité, mensonge, peut-être, oui. Je pense aussi entre littérature et sciences humaines. Et en fait, je crois, oui, vraiment, pour moi aujourd'hui, en tout cas, ce qui s'invente de plus riche en termes d'imaginaire, de pensée, se joue peut-être à des frontières, en fait. Et je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que je n'ai pas envie de prouver à tout prix que ce n'est pas un travail journalistique. Vous voyez ce que je veux dire, en fait. Tout à fait. Non, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que ce côté cette porosité, en fait, c'est une complémentarité. Et du coup, je reviens à ce que disait Marie-Lope, juste pour paraphraser Duberman que vous citez, et merci, sur les lucioles. Parce qu'en fait, on a plein de petites lucioles, et c'est le travail des journalistes comme des auteurs, comme des juristes et des avocates, que de remettre en lumière ces petites mains qui font qu'il y a encore du vivant et de l'humain et du positif et de l'espoir, du coup, pour la littérature. Merci. Oui, il y a aussi une chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est vraiment passionnante dans celui-ci, comme dans d'autres, c'est vous rattachez les témoignages et les gens qui ont écrit, les Syriens notamment qui écrivent, à la littérature des camps, en disant que c'est une littérature dont ils ont eu besoin de s'imprégner, notamment dans celui-ci. Ils ont eu besoin de lire cette littérature-là, pas pour se comparer, mais parce que c'est ce que vous dites, je ne sais plus dans lequel c'est, vous dites que c'est cette littérature-là qui vous a aussi beaucoup aidé à certains moments, et que vous avez eu besoin de lire beaucoup. Elle est intéressante aussi par les lueurs d'espoir qu'elle contient. C'est-à-dire que cette littérature qu'on appelle littérature des camps, évidemment, elle permet la question des pouvoirs de la littérature par rapport à cette littérature-là, elle se pose, presque dans son contexte le plus extrême, le plus puissant. C'est-à-dire que et à la fois, c'est une littérature, on voit que la littérature ne peut rien parce qu'il y a
un caractère indicible de ces expériences qui est, voilà, dont on ne peut pas venir à bout. Et en même temps, elle peut tout. Parce que, c'est toujours insensé de lire tous ces témoignages, en fait, dans toutes les littératures des camps. Il y a toujours un moment où c'est le fait de se rappeler d'un poème qui sauve, en fait, où on tente de récupérer un livre, où il y a cette projection même de l'écriture, qui est quand même quelque chose qui, moi, ne cesse de me fasciner. C'est-à-dire de me dire que quelqu'un comme Robert Antelme ou Primo Levi, qui ne sont pas des gens qui écrivent, se disent dans les camps qu'ils vont écrire, se représentent en train d'écrire leur expérience, c'est complètement bouleversant. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on va raconter, qu'on va être lu, qu'on va être cru, et il y a cette... En fait, ça, c'est l'expérience fondamentale de l'écriture, c'est ce mouvement-là, de se dire quelque chose me touche, je le partage, et je fais cette confiance, en fait, finalement, en l'espèce humaine, pour que quelque part, voilà, ce soit partagé, quelqu'un d'autre soit touché par ça. Et que cette confiance-là, elle résiste au pire, en fait, c'est proprement bouleversant, en fait. Et donc, oui, c'est quelque chose qui revient quand j'interroge forcément les pouvoirs de la littérature. Et par une espèce de miracle, j'ai été très touchée par le fait que la personne dont je raconte l'histoire, Yassine El Haj-Saleh, qui est lui-même un écrivain syrien très important, qui a produit une pensée extrêmement forte et puissante, habitée par son... C'est une écriture qui est très puissante au niveau intellectuel, mais qui est aussi très habitée par son expérience. Donc, vous l'avez dit, 16 ans dans les prisons d'Hafez al-Assad, la disparition de sa femme, la disparition de son frère, enfin c'est quelqu'un qui est meurtri vraiment par toute cette histoire syrienne. Et il est arrivé, il s'est d'abord exilé en Turquie, et puis il est arrivé à Berlin, et à Berlin, il a eu besoin, oui, de se mettre à lire, en fait, des penseurs comme Hannah Arendt, comme Walter Benjamin, à lire aussi la littérature des camps de la Shoah, pour tenter de mieux comprendre, en fait, ce qui se passait en Syrie. Et ça, c'est aussi un mouvement que je trouve bouleversant, c'est-à-dire que c'est l'idée que sa souffrance à lui et la souffrance syrienne n'étaient pas fermées sur elle-même, en fait. Mais ça, là, voilà, c'est quelque chose qui l'a dirigé vers d'autres souffrances. Et ça, c'est quand même un mouvement qui est très, 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 très beau. Et merci. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la série occupe une telle place dans votre vie? Qu'est-ce qui fait qu'elle suscite autant d'écrits? En fait, mon premier métier, c'était... Enfin, j'ai d'abord commencé à travailler dans l'humanitaire. Et j'ai vécu longtemps au Moyen-Orient. Au moment... et en 2014, je me suis installée à Beyrouth. Et donc, 2014, c'est vraiment... C'est les pires années de la guerre en Syrie. 2013, 2014, c'est vraiment des années très, 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 très dures. C'est le moment où vraiment l'opposition pacifique, démocratique a vraiment été écrasée. Et j'étais au Liban, j'avais beaucoup d'amis syriens qui avaient trouvé refuge au Liban, et j'avais le besoin de raconter ce qui s'était passé, de revenir aussi à ce que la révolution syrienne avait eu de très, très beau, en fait, vraiment de très puissant. Et voilà, donc il y avait l'envie de raconter la révolution, de raconter son écrasement, aussi de m'interroger sur l'indifférence qu'on a très largement réservée, en fait, à toute cette histoire. Une indifférence qui est allée loin dans un refus d'accorder l'hospitalité. Il y a vraiment... Donc voilà comment je suis entrée dans cette histoire syrienne. Et la première porte, ça a été la découverte de l'existence de Razan Zaitouneh, que j'ai vraiment découvert au détour d'un documentaire qui lui était même pas consacré, dans lequel elle fait une toute petite apparition. Mais voilà, après, c'est des amitiés qui se nouent, et voilà, une cause dont on peut pas se détourner, quoi. Alors maintenant, c'est un peu différent, peut-être, maintenant que la révolution
obtenu quand même, enfin, a eu lieu de manière... enfin, que ce régime est enfin tombé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Justine beaucoup pour votre disponibilité, votre générosité. On peut continuer à discuter un peu autour d'un verre et puis si vous voulez vous faire dédicacer des livres, ils sont là. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.